vais tout d'abord vous présenter le cadre de cette recherche, qui pour l'instant est encore à un niveau exploratoire, puisque c'est donc une recherche globale que je coordonne sur la pénétration des pratiques Montessori dans plusieurs instances éducatives, essayer de comprendre des parents utilisent cette pédagogie, même quand ils ne sont pas unschoolers, pourquoi des enseignants de l'école publique se tournent aussi vers cette pédagogie, et puis on voit aussi apparaître en France, par exemple, des crèches qui se déclarent crèches Montessori, et même à l'autre bout de la vie, on voit aussi apparaître des maisons de retraite Montessori qui utilisent du matériel Montessori. Donc là, moi, mon envie, c'est vraiment dans une approche sociologique, essayer de comprendre aussi la diffusion de cette pédagogie. Et donc ici, je vais vous présenter le volet qui est le plus développé. C'est donc dans les classes publiques, dites ordinaires, parce qu'on n'avait pas trouvé vraiment d'autres termes, parce que ça peut être aussi des écoles privées, mais sous contrat. Qui utilisent la pédagogie Montessori. On a rencontré des enseignants, des parents. Ici, je vais vous parler plutôt des enseignants. Donc, comme je le disais, c'est une enquête exploratoire par entretien, pour l'instant, où on a rencontré 10 professeurs des écoles exerçant en maternelle. Ils ont tous une expérience en tant que professeurs des écoles et en tant que professeurs des écoles en maternelle. Il y a 9 femmes et un homme. Alors, ils ont une formation Montessori qui est hétérogène. Donc, comme l'a dit Christelle, qui peut passer soit par de l'auto-formation à de la formation complète en ayant suivi soit des mini-modules, par exemple, comme les mini-modules de Céline Alvarez, ou beaucoup plus complets en ayant suivi les modules de formation de l'association Montessori internationale, donc 1 an, voire 2 ans de formation. Ils ont aussi une expérience Montessori dans leur classe hétérogène, et ils la mettent aussi en œuvre de façon très hétérogène, comme le disait Christelle. On peut voir des enseignants qui utilisent que les ateliers tiroirs, à des enseignants qui, on a l'impression, qui sont dans une école Montessori privée. Donc, ici, comme je suis plutôt dans une approche, on va dire, sociologique, je ne suis pas praticienne, je ne suis pas enseignante en école maternelle. Je vais essayer de mettre en évidence comment le recours à cette pédagogie transforme ou modifie plus ou moins la forme scolaire traditionnelle, et comment elle participe aussi à transformer les identités, les relations professionnelles des enseignants avec leurs différents collègues. Donc, voilà, il y a des choses qui rejoignent ce que Christelle a dit. Voilà, c'est bien de pouvoir croiser des résultats comme ça. Effectivement, la première raison que les enseignants nous ont pu nous dire en entretien, c'est leur insatisfaction vis-à-vis d'une pratique ordinaire jugée peu efficace, qui laisserait des élèves de côté, qui ne permettrait pas au plus grand nombre, aux élèves les plus en difficulté, de rattraper, entre guillemets, un retard, d'accéder au même niveau des apprentissages. Et aussi, effectivement, le fait de ne pas respecter le rythme des enfants, notamment dans cette organisation par atelier, qui se fait souvent par groupe de couleurs, donc un atelier lundi pour le groupe 2, etc. Et il tourne sur les 4 jours de la semaine. Pour nous, on voit qu'il y a une forme de redéfinition de la forme scolaire traditionnelle dans la pénétration de cette pédagogie dans l'école. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition de la forme scolaire selon Guy Vincent, on en a parlé déjà hier. Et on voit que ces transformations, elles se font déjà à l'échelle de la classe, notamment dans l'aménagement spatial de la classe. Donc là, c'est des photos de 2 classes différentes, de 2 enseignantes
qui utilise presque au maximum cette pédagogie. Donc la photo de gauche, c'est une classe à multiniveau. Voilà, il y a les 3 niveaux de l'école maternelle française. Et en bas, il y a qu'un simple niveau. Mais pour autant, elle utilise vraiment tout le matériel et l'organisation. Et donc, on voit que dans cette organisation spatiale, c'est des classes qui sont beaucoup plus aérées que les classes, entre guillemets, traditionnelles, puisque en France, il y a souvent ce point regroupement qui est matérialisé par des bancs. Donc ici, il n'y a plus de bancs, il y a soit l'ellipse, donc le cercle, l'ellipse qui est par terre, ou alors quand il n'y a pas forcément la place de mettre cette ellipse, c'est un grand tapis qui est mis, les enfants s'assoient directement par terre, donc il n'y a plus ces bancs. Il n'y a pas forcément une chaise par élève, voilà, puisque les élèves peuvent travailler au sol avec des tapis. Donc voilà, c'est des classes qui sont souvent plus aérées. Au niveau de l'organisation spatiale, bien évidemment, il y a une nouvelle organisation des temps d'apprentissage, puisque l'enseignant rompt avec l'idée que tous les élèves, ou en tout cas 4 groupes, parce que généralement c'est comme ça, mais 4 groupes d'élèves font la même chose en même temps, et un changement de posture de l'enseignant. Alors on peut, moi je trouve aussi un petit peu nuancer ce changement de posture de l'enseignant, parce que bien sûr on est sur de la non-imposition, les élèves vont choisir leurs ateliers, mais il faut quand même savoir que les élèves choisissent leur atelier parmi les ateliers qui leur ont déjà été présentés par l'enseignant. Donc, il y a quand même, à un moment donné, l'enseignant qui présente les ateliers et les élèves n'ont pas le droit de choisir les ateliers qui ne leur ont pas été présentés. Donc, le libre choix est, on va dire, il est encadré quand même. Enfin, en tout cas, c'est dans les pratiques des enseignants que j'ai pu rencontrer. Et donc, on le verra un petit peu plus loin, mais voilà, ça fait qu'il y a des compromis aussi à faire dans cette organisation. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a une redéfinition de la forme scolaire, ou en tout cas des fonctionnements traditionnels de l'école, au sein même de l'école. Enfin, le fait qu'il y ait un enseignant qui souhaite mettre en œuvre cette pédagogie Montessori dans son école, eh bien, ça a des effets aussi sur toute l'école, puisque ils souhaitent, tous ceux que j'ai rencontrés, aimeraient, in fine, pouvoir avoir une organisation multiniveau, soit à 2 niveaux, mais dans l'idéal à triple niveau. Et nécessairement, c'est quelque chose qui doit se négocier avec le reste de l'équipe pédagogique de l'école. Ils ne peuvent pas forcément, ils ne peuvent pas l'imposer à leurs collègues, et ça se fait aussi voilà, en accord avec la direction et même parfois l'inscription. Donc ça a nécessairement des conséquences sur l'organisation des autres classes, même si les autres collègues après ne mettent pas en place la pédagogie Montessori ou n'empruntent pas la pédagogie Montessori. Et comme je l'évoquais rapidement, cette pénétration de pratiques d'inspiration Montessori, c'est aussi une redéfinition à la marge. Parce que voilà, il y a des enseignants, ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir avoir une classe multiniveau, donc ils doivent faire avec le fait d'être en classe simple niveau. Mais pour autant, après, dans leur classe, ils font, entre guillemets, tout Montessori, ils utilisent tout le matériel, les mêmes voilà, ils respectent les consignes, les principes montessoriens. Une redéfinition à la marge aussi parce que dans l'école publique française, mais j'imagine que québécoise, c'est pareil, il y a des temps scolaires bien institués à respecter, comme les temps de récréation, le temps du repas, le temps de la sieste pour les petits, le temps où on s'est inscrit pour réserver la
Et le temps, par exemple, de la récréation vient généralement 1h30 après le début de la classe. Et donc, du coup, pour les enseignants montessoriens, c'est un temps qui est trop court, parce que les activités souvent se font, enfin, dans les principes idéaux, doivent être faits sur des temps beaucoup plus longs. Et donc, voilà, il y a soit des enseignants qui vont être vraiment désolés d'être coupés dans ces activités par l'imposition, par l'extérieur, par l'institution de ce respect des temps scolaires. Et puis, il y a d'autres enseignants, on voit, qui trouvent un peu des stratégies et qui prennent le parti de dire, bon bah, de toute façon, je ne peux pas faire autrement, il y a la récréation, c'est comme ça. C'est frustrant de couper les élèves pendant qu'ils font une activité. Mais alors du coup, j'ai mis en place, par exemple, je leur dis, bon bah ça sonne, le temps s'arrête, vous posez vos affaires, vous les laissez là comme elles sont, et puis on reviendra de la récréation et on refera comme si le temps ne s'était pas arrêté en quelque sorte. Et donc, voilà, elle part en récréation, et sa classe n'est pas du tout rangée, alors que autrement, les élèves sont quand même invités à ranger tout leur matériel. Voilà. On peut voir aussi que le mobilier, alors plutôt le gros mobilier, est peu adapté à la pédagogie Montessori, et donc voilà, les enseignants sont bien obligés de faire avec. Par exemple, les meubles, ils sont soit trop gros, trop larges, trop profonds. Il n'y a pas suffisamment de rayonnage, parce que les cartes, par exemple, géographiques, c'est pas épais, donc on n'a pas besoin d'avoir une épaisseur de rayonnage de 15 cm, on pourrait en mettre beaucoup plus. Donc du coup, voilà, ils sont obligés de faire avec, des fois de mettre plusieurs activités sur un même rayon. Et puis, surtout, ce qui fait une redéfinition à la marge et ce qui fait qu'il y a des bricolages aussi, c'est le fait de devoir respecter les programmes et la nécessité d'évaluer. Par exemple, dans la pédagogie Montessori, on n'apprend pas le nom des lettres, mais on apprend le son des lettres, on n'écrit pas en lettres capitales, mais plutôt en lettres cursives. Et pour autant, à la fin de l'école maternelle, eh bien dans les évaluations, ce sont quand même des choses qui sont demandées. Est-ce que l'enfant s'écrit en lettres capitales, s'il connaît le nom des lettres, etc. Alors, il y a des enseignants qui ne le font pas nécessairement, mais sinon, en fait, ils s'y attachent quand même à le faire. Et ils bricolent, donc ils bricolent des espèces de fiches de correspondance, des notions, on va dire, Montessori et des points du programme. Et puis ils se disent, bon ben voilà, on le fait, mais je les accompagne sur le fait qu'on travaille beaucoup sur le son des lettres aussi, par exemple, si on prend ce point-là. Et bien sûr, il faut concilier les attentes institutionnelles et les attentes de la pédagogie Montessori. Et pour ça, voilà, certains quelque part considèrent que de ne pas être inspecté, c'est aussi avoir un petit peu de chance, parce que ça leur permet aussi, entre le moment où ils commencent à rentrer dans la pédagogie Montessori, ça leur laisse le temps de construire ce qui sera donné à voir à l'inspection en conformité aux attentes de l'institution scolaire. Donc un petit peu de faire ces tableaux de mise en conformité, en quelque sorte. Et puis, ils développent des stratégies aussi ou du bricolage en évaluant différemment leurs élèves. Ils enregistrent beaucoup, ils les filment, ils prennent des photos, ce qui implique aussi pas mal de travail d'évaluation derrière, parce que quand on enregistre les enfants sur ce qu'ils ont dit et qu'on réécoute tout, c'est aussi un autre travail qui est fait derrière, mais pour vraiment prendre à l'instant ce que font les élèves. Et donc, je l'ai dit, ils bricolent des évaluations aussi en essayant de mettre des tableaux de correspondance. J'en viens à ma deuxième partie sur ce que ça implique dans les transformations des relations avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques. Dans les entretiens qu'on a pu réaliser, on voit que la hiérarchie est au mieux indifférente et au pire hostile à la pénétration de la pédagogie Montessori dans les classes publiques. Donc,
pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à définir un profil d'inspecteur ou d'inspectrice, parce que je n'ai pas encore rencontré d'inspecteur ou d'inspectrice. J'aimerais bien. Mais voilà, il y a des enseignants qui nous disent bon, ben, mon inspecteur ou mon conseiller pédagogique, ou ma conseillère pédagogique, voilà, ne connaissait pas particulièrement et je lui ai montré ce que je faisais et il trouvait que c'était tout à fait satisfaisant. Donc ça s'est bien passé. Et d'autres qui disent bah, en fait, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. On peut faire l'hypothèse quand même qu'il pourra y avoir un rapport, on va dire, à la politique de l'éducation nationale, puisque notre ministre de l'Éducation nationale, quand il a été responsable de la direction générale de l'évaluation scolaire, il était très favorable à cette pédagogie. Et donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a des inspecteurs, des inspectrices qui sont contre, entre guillemets, cette pédagogie, aussi parce qu'elle a été impulsée, en quelque sorte, à certains moments, aux mises sous lumière par le ministre, ou parce qu'il trouve que la médiatisation du livre de Céline Alvarez était trop importante, en tout cas qu'il y a une dimension aussi politique, mais pas dans le contenu de la pédagogie, mais voilà, sur la médiatisation, etc., qui peut engendrer cette hostilité, puisque par exemple un enseignant nous dit que son inspecteur a demandé à la direction d'arrêter les classes triple niveau, qui trouvait ça pas normal, et qui lui a demandé expressément d'arrêter les classes triple niveau, sans forcément donner des arguments construits. Les collègues, j'ai mis qui font profil bas, c'est pareil, qui peuvent être, qui sont à côté en fait. Il y a des collègues qui sont tout à fait à côté, voilà, ils n'ont pas de relation hiérarchique de toute façon avec l'enseignant, donc ils ne font pas, voilà, ils n'en font pas forcément cas, ils ne vont pas forcément poser plus de questions, ils ne vont pas forcément aller voir leurs collègues, ce que le collègue montessorien souvent regrette. Mais parfois, ça peut aussi engendrer des tensions, des frictions, parce que il peut y avoir un effet entre guillemets, de mise en concurrence. Alors, non pas les collègues directement entre eux, mais parce que ça produit sur les attentes et les demandes parentales. Voilà, on a pu voir des enseignants qui nous disent, bah, voilà, moi la première année, les parents, ils étaient un peu réticents, ils ne savaient pas trop. Et puis, quand ils ont vu au bout d'un an, bah, ils ont demandé à ce que leur enfant soit à nouveau dans ma classe. Et j'ai eu de plus en plus de demandes de parents à ce que leur enfant soit dans ma classe. Alors, peut-être que ça existe aussi, bien évidemment, dans d'autres écoles, où il y a des parents qui demandent que leur enfant soit dans la classe. Mais ça peut être accentué, en tout cas, en disant, voilà, ils te veulent toi parce que tu fais du Montessori et pas moi. Enfin, donc, pareil, on a pu voir des stratégies de parents dans une petite ville où il y avait 2 écoles publiques, où les parents contournent la carte scolaire pour inscrire leur enfant dans l'école publique, enfin, qui pour eux est Montessori. Et puis surtout, voilà, dans les classes, pour les enseignants qui mettent en place cette pédagogie, eh bien, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec les ATSEM, qui sont des agents territoriaux spécialisés en école maternelle, et donc ils sont là pour les assister, pour les aider. Et ça bouscule, on voit aussi l'identité professionnelle des ATSEM, parce qu'il y a certaines ATSEM qui vont complètement adhérer à la mise en œuvre de la pédagogie Montessori, parce que justement elles trouvent que c'est une revalorisation de leur pratique. Elles trouvent qu'il y a une forme d'anoblissement en quelque sorte, puisqu'elles vont accompagner aussi les élèves sur des ateliers autonomes, et d'autres au contraire qui sont déboussolées en fait, et qui vont considérer qu'elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire, et quelque part, les enseignants l'analysent ainsi, parce que je n'ai pas encore fait d'entretien avec les ATSEM, mais ça va venir, sur le fait qu'elles ont l'impression que l'enseignant leur demande plus de travail.
Notamment une enseignante qui me disait, bah oui, mais moi je lui demandais de préparer des choses, et cette préparation, par exemple le découpage de matériel, etc., elle le faisait en dehors de la classe. Et donc, elles étaient en dehors de la classe, en dehors du cri, et alors que là, elles sont tout le temps dans la classe, elles circulent tout le temps, ce qui peut aussi, voilà, du coup, les solliciter. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc en conclusion, on voit quand même que cette pédagogie, elle transforme quand même les cadres de l'école ordinaire, et reste à venir, voilà, à essayer de comprendre au regard des caractéristiques des enseignants, des ATSEM, des inspecteurs, comment ça se fait. Je vous remercie.